C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Un VPN est un réseau privé virtuel qui masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. Ce VPN va vous permettre de débloquer le contenu de plus de 35 plateformes de streaming, où que vous soyez dans le monde. Netflix, Disney+, Amazon Prime et bien d'autres. Tu veux regarder des BZ sur le Netflix japonais ? C'est possible. Tu veux mater le catalogue HBO Max sans attendre que ce soit dispo en France ? C'est possible aussi. Surfez en ligne sans aucune limite et nous vous garantissons la totale confidentialité de vos données. CyberGhost VPN, c'est plus de 7000 serveurs dans 90 pays différents. Le VPN offre une interface conviviale, simple à prendre en main et compatible avec toutes les interfaces Windows, Mac, PC, iOS, Android, Smart TV et même les consoles de jeux. Et votre appareil est utilisable sur 7 appareils différents en simultané. Vous pouvez souscrire un abonnement CyberGhost VPN sans risque avec notre garantie 45 jours satisfait ou remboursé et la présence en ligne de nos équipes 24 heures sur 24 en 4 langues dont le français. En utilisant le lien dans la description, vous obtiendrez une grosse réduction et 4 mois gratuits. Que la passion te guide. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nain, je suis le chef et tu te souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons consacré une vidéo à l'histoire et la carrière d'Akira Toriyama, l'illustre mangaka derrière le chef-d'œuvre, les saintes écritures de Dragon Ball. D'ailleurs, tu peux retrouver la vidéo par ici, ou par là, j'arrive pas trop à me situer avec les fiches. Oui. Et vous êtes sans doute au courant que l'œuvre de ce grand monsieur a fait naître la passion du manga chez des millions de jeunes gens. Et parmi ces millions de jeunes gens, il a aussi fait naître la passion du dessin. C'est des centaines de milliers de jeunes. Et parmi ces centaines de milliers de jeunes, beaucoup ont tenté l'aventure de devenir eux-mêmes mangaka. Hélas, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui. Mais il se trouve que dans les années 90, une poignée d'élus a émergé et a réussi à se hisser au niveau de ces mangakas de légende. Je pense principalement aux auteurs comme Eiichiro Oda, Yoshihiro Togashi, Tite Kubo et bien évidemment celui auquel on va s'intéresser aujourd'hui, Masashi Kishimoto. Mangaka à l'origine du mastodonte Naruto, qui fut un temps même considéré comme étant le nouveau Dragon Ball. Rien que ça. Contrairement à Toriyama qui est connu pour plusieurs œuvres, Kishimoto lui est principalement connu pour Naruto. Alors on pourrait dire que le gars est un petit malin, un petit génie avec le cul bordé de nouilles, qui trouve le succès international dès sa première œuvre, mais en réalité, son parcours est bien plus tortueux et complexe que ça. En effet, beaucoup ignorent le parcours que Kishimoto a dû traverser avant d'arriver au sommet et de se hisser au niveau des plus grands. Masashi Kishimoto, l'incarnation de l'esprit shonen. De son enfance à son succès, c'est parti. L'histoire débute en 1974 dans une petite ville de la préfecture d'Okayama au Japon. C'est le 8 novembre de cette même année que le petit Masashi voit le jour quelques minutes à peine avant son frère jumeau Seishi. D'ailleurs, ils étaient prématurés de quelques semaines et ont été directement placés en couveuse. Ah, j'ai l'info, je te la donne, tu fais ce que tu veux avec. Dès son plus jeune âge, Masashi passe déjà tout son temps à gribouiller un petit peu partout. Des fois, ça va même un peu loin, il a déjà été surpris plusieurs fois en train de tartiner les murs avec son caca. Oui, c'est une vraie anecdote. Donc le gars, depuis très petit, c'est un artiste accompli. Quand il était en maternelle, il était déjà d'un naturel plutôt distrait, tant et si bien qu'il lui arrivait plusieurs fois de rester la tête dans les nuages et de se perdre sur le chemin de l'école. Ouais. À la maison, il était totalement fasciné par la télévision, son dessin animé favori étant naturellement Doraemon. Doraemon, évidemment, l'adaptation animée du célèbre manga de Fujiko Fujio. Hein, comme chacun sait, bien sûr, c'est la base. Et faut savoir que Doraemon est un personnage extrêmement populaire au Japon. Je veux dire, tout le monde sait qui c'est là-bas. Ici, c'est comme, si tu devais faire un équivalent en France, c'est comme Astérix. Tout le monde sait qui c'est Astérix. Bah, Doraemon, c'est un peu le Astérix japonais. Ouais, la comparaison rien à voir, mais t'as compris, oui. Bien évidemment, à l'école, tous les enfants étaient méga fans de ce petit cher robot venu du futur. Mais Kishimoto, lui, il était pas juste méga fan. Lui, il était méga ultra hyper méga fan de ouf. Le gars était tellement obsédé par Doraemon que dès qu'il avait un crayon dans la main, il le dessinait partout. Hop, là, par ici un Doraemon, il en avait rien à foutre. Et attention, il était tellement fan du personnage qu'il ne pouvait absolument pas supporter de voir ses petits camarades dessiner le personnage incorrectement. Tu fais une erreur de dessin, attention, ça part en couille très vite. Et il y avait une erreur en particulier que tout le monde faisait lorsqu'il dessinait Doraemon qui le rendait fou. Là, je te montre les deux dessins,
Est-ce que tu vois la différence? Bon bah si tu vois pas la différence, eh ben Kishimoto il pouvait aller jusqu'à te casser la gueule pour ça. Si tu faisais la ligne des yeux, pas derrière les yeux mais au-dessus des yeux, attention ça partait en couille assez vite. Quand il est rentré en primaire, ses parents lui ont fait un carnet de dessin dans lequel il passait tout son temps à dessiner tout ce qui lui passait par la tête. Il aimait tellement ça dessiner que lorsqu'il faisait une partie de cache-cache, eh ben il se cachait le mieux possible pour rester le plus longtemps possible tranquille à dessiner dans sa cachette. Oh c'est beau la passion, oui. On arrive au début des années 80 et le petit Kishimoto a entre 6 et 8 ans. Et à la télévision, il y a un dessin animé qui cartonne qui s'appelle Dr Slump. Et là, le gamin, il se prend une nouvelle claque et se trouve une nouvelle obsession, celle de dessiner des personnages de Toriyama dans son carnet à dessin comme un bâtard. Il arrête pas de dessiner du Toriyama, il dessine du Toriyama tant et si bien, il est tellement fier de son dessin de Toriyama qu'il décide de proposer un portrait d'Arale lors d'un concours de dessin organisé par son école. Petit problème, le jour du concours, sa mère à Kishimoto s'est permise de colorier en rouge les lèvres d'Arale. Ah là, pour le coup, le petit Kishimoto, il a pété un câble. Et en même temps, c'est compréhensible. D'où tu colories le dessin de quelqu'un? Ça se fait pas, il y a des limites là. Oui. Or, dans les années 80, Dr Slump était loin d'être le seul dessin animé qui a matrixé des générations entières et traumatisé des cours de récré. Il y a plein d'animés qui ont lancé plusieurs effets de mode, notamment Gundam, qui a lancé l'effet de mode de construire des maquettes de robots articulés, qu'on appelle aussi Gunpla, pratique encore très pratiquée au Japon et très connue à travers le monde. Et ben, Kishimoto, il s'y est mis pendant quelques temps à ça aussi. Puis en 1986, ce fut au tour du dessin animé et du manga Dragon Ball de tout exploser sur son passage. Et alors là, c'est devenu ouf. Oui. Vers la fin de l'école primaire, Kishimoto s'est littéralement pris d'une véritable passion pour les animés et les mangas du Jump grâce à sa découverte de la série TV Dragon Ball. Et pourtant, à l'époque, il y avait pléthore de mangas de ouf, Il y avait Jojo Bizarre Adventure, Saint Seiya, Hokuto no Ken. Dragon Ball a eu tellement d'impact sur Kishimoto que d'après ses dires, il n'a jamais été autant enthousiaste à propos d'un animé depuis. Et d'ailleurs, il n'a jamais cessé de vénérer Toriyama depuis non plus d'ailleurs. À cette époque, un numéro de Weekly Shonen Jump coûtait à peu près 190 yens, ce qui ferait à peu près 8 francs en francs à l'époque, si t'as connu les francs. C'était il y a longtemps, je suis vieux, oui c'est bon. Et le petit Kishimoto, c'était un galérien, donc il devait trouver des techniques de crevard pour avoir son numéro chaque semaine. Et en bon crevard, il a trouvé des techniques, et ben il allait squatter ses potes un peu plus friqués, et du coup il réussissait à lire tous les Shonen Jump chaque semaine. Du coup, ça fait qu'il s'est mis à lire à peu près tout ce qui se faisait à l'époque. Jojo Bizarre Adventure, Saint Seiya, Hokuto no Ken, un collège foufoufou, tout ça, tu connais les bails. C'est à cette période de sa vie qu'il a commencé à se dire que les mangas c'était quand même vachement trop cool et qu'il a dit que lui-même un jour, son rêve, ce sera de se faire éditer une de ses histoires dans les pages du Weekly Shonen Jump. Il a donc tout naturellement commencé à dessiner ses propres mangas. Sa première histoire s'appelait Yatari et parlait déjà de ninja. Par contre, son style de dessin était vraiment très pompé sur Toriyama. En même temps, il était méga fan, c'est logique. Oui. Un jour, pendant qu'il lisait son petit Jump hebdomadaire, il est tombé sur une pub pour un nouveau jeu qui s'apprête à sortir sur la Famicom de Nintendo. Jeu qui se payait le luxe de s'offrir un caractère designer de renom. Je parle bien sûr d'Akira Toriyama et le jeu, tu l'auras deviné, il s'agissait de Dragon Quest. Toriyama va encore une fois de plus se frapper très fort dans l'esprit du jeune Kishimoto. Donc il devait se mettre en quête de cette console et de ce jeu. Petit problème, comme je te l'ai dit, c'était un véritable galérien. Et il avait de l'argent de ses parents que 2 fois dans l'année. Pour son anniversaire et pour les fêtes de fin d'année. Du coup, avec son frère, ils se sont cotisés et ont dû trouver une combine pour essayer de s'acheter une Famicom d'occasion. Sauf qu'à cette époque, la Famicom, ça cartonne tellement que c'est quasiment impossible de trouver d'occasion. Mais comme ce sont des bons crevards, ils ont fini par réussir à convaincre un de leurs potes fortunés de leur revendre sa console pour seulement 10 000 yens, ce qui fait 640 francs. Avec, pour les plus jeunes d'entre vous, avec l'inflation aujourd'hui, ça correspondrait à 180 €, à peu près. Énorme. Eh oui, parce que mine de rien, 180 balles pour des gamins de 10 ans, ça fait beaucoup, Bref, grâce à cette petite combine et à leur persévérance déjà bien ancrée en eux, les frères Kishimoto ont enfin pu se procurer une Famicom et découvrir leur premier jeu vidéo, Dragon Quest. Quand ils ont allumé le jeu pour la première fois, ils étaient un petit peu perdus. En effet, les jeux de l'époque étaient très avares en informations, en explications, donc il fallait prendre le temps de découvrir le jeu un minimum pour commencer réellement à l'apprécier et comprendre les différentes mécaniques. Et
un jour, à force de passer leur temps dessus, il y a leur père qui les a surpris en train de jouer, qui a trouvé ça génial et qui a passé des nuits entières à jouer avec ses deux fils à Dragon Quest. Une bien belle histoire qui nous explique l'origine de la passion de Kishimoto pour l'univers des jeux vidéo. Passionné par les dessins, le manga et le jeu vidéo, le petit Masashi Kishimoto avait tout pour être un geek de base. Sauf que non, parce qu'il avait en fait une autre passion, le sport et tout particulièrement le baseball. Et il aimait tellement ce sport qu'il a intégré la section baseball directement à son entrée au collège. Et c'est un sport qui lui a permis de vivre pas mal d'anecdotes et d'aventures. Il y en a une en particulier qu'il faut que je vous raconte parce que c'est absolument n'importe quoi, c'est trop gaulerie. Ouais. Pendant les vacances d'été, il partait en stage d'entraînement sur l'île de Shogoshima avec son club de baseball. Une île réputée pour sa production d'olives et aussi pour sa population de singes. Oui. Vous savez, c'est ce genre de singe typique là qui vit dans les montagnes et en meute avec leur gueule toute rouge qu'on voit tout le temps dans les mangas d'ailleurs. Et le stage d'entraînement se terminait toujours systématiquement par une petite expédition touristique dans les montagnes. Et un jour, alors qu'ils étaient justement en train de se balader, le groupe d'enfants qui faisaient du baseball sont tombés nez à nez face à une meute de singes. Bon, a priori, c'est des singes qui sont habitués à la présence humaine et a priori, il n'y a pas tellement de danger. Bon, toutefois, il faut quand même garder ses distances et éviter de faire des mouvements brusques. Ça peut très vite partir en couille. Et au-dessus de la meute, veillant sur le troupeau, il y avait le mâle alpha. Et le petit Kishimoto, il s'est cru bien malin en essayant d'aller caresser un singe, sauf qu'il a marché sur un bébé singe, sans faire exprès. Du coup, le bébé singe s'est mis à hurler, et il y a la maman du singe qui s'est mis à sauter dans le dos de Kishimoto et qui commençait à le bastonner en fait. Et en se débattant, Kishimoto il a un peu attiré l'attention du mâle alpha. Donc le mâle alpha il est arrivé, il a chopé Kishimoto, il a commencé à le traîner sur plusieurs mètres, à l'emporter on ne sait pas trop où. C'est là qu'il y a un moniteur qui est arrivé et qui a mis un dropkick dans la gueule du mâle alpha et c'est là que le drame s'est produit. C'est que là ils sont partis en baston, c'est-à-dire qu'il y avait les élèves du club de baseball qui ont fait une espèce de mêlée générale avec la meute de singes. C'est n'importe quoi. Imagine un peu l'action! Tu te vas en balade avec ton club de sport et tu finis par une baston générale contre des macaques. C'est incroyable comme anecdote, c'est génial! Oui. Enfin bref, pour en revenir à ce qu'on disait, Kishimoto était tellement à fond dans le baseball que pendant la majorité du temps de ses années collège, il ne dessinait quasiment plus. On peut le comprendre, entre les cours, les entraînements, sa pratique sportive, c'est pas évident de trouver du temps pour se remettre au dessin, hein. Il avait perdu petit à petit l'envie de remplir les pages d'encre. Jusqu'à un beau jour de l'été 1988 où Kishimoto rentre chez lui le soir après un entraînement de baseball. A priori, c'était un jour tout à fait banal pour le collégien d'alors, et pourtant, ce jour a changé sa vie. En effet, sur le chemin de sa maison, il tombe nez à nez avec l'affiche d'un film d'animation. Film d'animation incroyablement culte, qui est encore considéré aujourd'hui comme étant l'un des plus grands films d'animation de tous les temps. Je parle bien sûr du film Akira de Katsuhiro Otomo. Cette affiche a eu l'effet d'une bombe dans l'esprit de Kishimoto. Il a passé des heures à la contempler et à la décortiquer. Il a décortiqué le style de dessin, la perspective, les soins apportés aux détails, la couleur, la technique, tout ça. Tout ça, ça a allumé la flamme dans ses yeux de mangaka. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre. Après le choc Akira, son approche et son amour du dessin ont changé radicalement. À présent, il était ultra déter à réaliser son ancien rêve, voir un jour ses publications publiées dans les pages du Weekly Shonen Jump. Quand il a vu l'affiche d'Akira, Kishimoto est rentré chez lui avec la conviction qu'il devait devenir un monstre en dessin. Il s'est alors procuré une copie de l'affiche pour pouvoir l'analyser dans tous les sens et enfin percer le secret, comprendre comment ça se fait qu'elle était si exceptionnelle. Après avoir vu le film, il était en plus convaincu d'avoir vu là une œuvre absolue et complètement originale. Il a été complètement frappé par le génie et le style de Katsuhiro Otomo et d'instinct, il a fait directement un parallèle avec l'impact qu'a eu le travail d'Akira Toriyama sur son esprit et son imagination. Il considérait d'ailleurs les deux maîtres comme étant les deux plus grandes sommités du manga. D'après lui, Toriyama et Otomo avaient en eux une force créatrice et un talent qui leur était incontestable. Leurs effets, leur design, leurs idées,
tout les rendait absolument uniques et les distinguait des autres mangaka. Et même sans encore totalement comprendre ce qui rendait leurs œuvres totalement incontournables, Kishimoto avait compris que pour devenir un grand mangaka, il fallait développer avant tout son propre style. À partir de là, il a commencé à se chercher un style et malheureusement, il s'est rendu compte qu'il était encore beaucoup trop influencé par ses lectures et par tout ce qui l'entourait. Donc il a décidé, face à cet échec de se trouver un style, de repartir totalement de zéro. Après avoir réussi ses examens d'entrée au lycée, il laissa peu à peu ses études pour se consacrer entièrement à son objectif de devenir mangaka. Il s'est remis à lire des dizaines de mangas et à les décortiquer, étudier leur style pour trouver de l'inspiration et trouver un moyen d'améliorer son art. Il analysait les différents styles et tentait de les reproduire pour essayer de comprendre leur essence. Dans le même temps, il a appris l'existence d'un concours organisé par la Shueisha, le Hope Step Award, qui récompensait de jeunes auteurs qui allaient de 15 à 20 ans. Il s'est donc mis en tête que pour atteindre son objectif de devenir un jour mangaka, il se devait de participer et de remporter l'un de ces concours. Ultra déter, il a claqué ses économies dans du matos à dessin et il était méga chaud patate pour se lancer dans la course. Ouais. Mais là, il s'est mangé une bonne grosse claque de réalité et des familles. En effet, il avait passé des années à peaufiner son trait, améliorer son dessin, ses chara-design, sa mise en scène. Mais il a oublié une chose essentielle. Un bon manga, ce n'est pas que des bons dessins, c'est aussi et surtout une bonne histoire. Du coup, il s'est pris un petit KO qui fait mal des familles et puis il s'est heurté à un mur parce qu'en fait, il s'est jamais exercé au scénario. Du coup, c'est nouveau pour lui. Il ne s'est pas découragé et a produit un one-shot de 31 pages, tout seul comme un grand, qu'il a voulu montrer à son frère et son père. Et lui ont dit mot pour mot, ça craint. Ah ouais, ils sont cash hein, chez les Kishimoto, ils ont pas le temps de jouer là. Et bim, deuxième KO dans sa gueule, là, ça commence à piquer un peu là quand même. Mais il n'a pas abandonné, il s'est relevé et a reproduit un autre one-shot de 31 pages qu'il a montré de nouveau à sa famille et ses amis, et cette fois, c'était toujours de la merde. Oui. À partir de là, il a commencé à sérieusement douter de ses capacités. Ça faisait plus d'un an qu'il essayait de produire quelque chose de potable et qu'il n'y parvenait pas. Et surtout, en plus, à côté de ça, alors qu'il n'avait pas de résultat, il avait totalement délaissé ses études. Du coup, s'il réussissait pas, il était un peu dans la merde, le gars. En se focalisant sur son objectif, eh ben, il est en train de complètement pourrir ses chances d'un jour rentrer à l'université. Double peine pour le coup. Du coup, au moment de son choix d'université à la fin de l'année, eh ben, il a fait un all-in et il a réussi à être pris dans une fac d'art plastique. Il s'est dit là, tranquille, je vais passer 4 ans à pouvoir bosser uniquement le dessin. Donc le gars, il s'en est bien sorti finalement. En 1993, alors âgé de 19 ans, Masashi Kishimoto fait son entrée dans sa fac d'art plastique avec pour objectif de participer et de remporter cette fois-ci l'Hope Step Award. Et à l'époque, il avait compris que la nouvelle tendance des mangas type shonen était au samouraï, notamment avec le succès d'un manga qui cartonnait à l'époque dès 1994, Rurouni Kenshin. Kenshin le vagabond en VF. Donc il s'est dit, hey, je vais faire une histoire un peu dans le même genre avec des samouraïs. Sauf qu'arrivé vers la fin de son histoire, il s'est dit, mais putain, mais si moi j'ai eu cette idée, tout le monde a eu la même en fait. D'ailleurs, à la même époque, il y avait un autre manga de samouraï qui cartonnait, hein, qui s'appelle Mogen no Junin, l'habitant de l'infini en VF. Très bon manga. En lisant ce manga, Kishimoto s'est rendu compte à quel point il était encore tout petit face à Hiroaki Samura et Nobuhiro Watsuki. Et s'est finalement un peu démoralisé face au gap extraordinaire qui le séparait de ses deux maîtres. Du coup, il a rendu un peu son travail, son conviction, et bien évidemment, il ne remportera aucun prix cette année-là. Pendant sa seconde année de fac, Kishimoto fait la rencontre de deux gars qui eux aussi essayent de devenir mangaka. D'ailleurs, ces deux mangaka apparemment sont devenus des mangaka célèbres par la suite, mais Kishimoto a jamais lâché leur blaze. Du coup, on ne sait pas qui c'est. Oui. Ces deux mecs étaient dans la même fac que lui et avaient déjà participé plusieurs fois au Hope Step, sans jamais vraiment gagner, mais toutefois, ils avaient quand même réussi à attirer l'œil de professionnels de l'édition. Ils avaient quelques petits contacts, les gars. La rencontre de Kishimoto avec ces deux gars lui a permis d'avancer, d'en apprendre un peu plus sur le métier de mangaka et de mettre son travail en perspective avec ce qui se faisait à l'époque. Il a remis son travail en question et du coup, il s'est reposé sur ses bases en se disant, bon, avant de faire du manga, je vais essayer de comprendre c'est quoi le manga. Déjà, c'est un bon départ en fait. Donc, pour réaliser sa quête, il s'est posé cette simple question, hein, point de départ, comme je viens de te le dire. Qu'est-ce qui fait un manga? Peu à peu, il a compris que l'écriture d'un manga se composait de plusieurs éléments. Il y avait l'histoire, le scénario, les personnages, le dessin, les valeurs de plan, les perspectives, le découpage et tutti quanti. Et surtout, il faut une bonne dose de talent. En comprenant tout ça après des années, ce qui est un peu bizarre, il s'est dit ouais super, je vais pouvoir avancer, je sais en quoi je dois m'améliorer. Sauf qu'en fait, la tâche lui a paru tellement énorme
que du coup, bah en fait, ça a créé un blocage dans sa tête et pendant plusieurs mois, il n'a absolument rien réussi à produire du tout. Et un jour, alors qu'il était avec ses amis et que ses amis étaient en train de lire un chapitre de Slam Dunk, il a été interloqué, interpellé par la joie que semblaient ressentir ses amis à la lecture de ce chapitre. Il leur a alors demandé comment ça se fait que la lecture de ce manga leur procurait autant d'émotions. Ils ont alors répondu: quand on lit, on comprend que Takehiko Inoue est passionné de basketball. Il écrit son manga avec plaisir et ça aussi il arrive à le transmettre. Dans tes mangas, on sent que tu aimes dessiner, mais on ressent pas la joie ni la volonté d'être lu. Après ça, Kishimoto a fait un autre constat. Pour faire un bon manga, l'important ce n'est pas d'avoir une bonne technique, l'important c'est d'avoir du plaisir à raconter une bonne histoire. Il a pris conscience que le manga est avant tout un art de divertissement et qu'il avait surtout encore beaucoup de choses à apprendre. En 3e année de fac, il décide de s'éloigner un peu du monde du manga et du jeu vidéo pour s'intéresser à un autre art du divertissement, le cinéma. Et là il devient un véritable cinéphile, il loue un film par jour au vidéoclub, ça existait encore à l'époque, et puis il consommait des films, il les étudiait, savoir comment on faisait des bonnes histoires, des bons personnages, tout ça, il s'éclatait. Et en plus, en 1996, il y avait plein de bons films qui sortaient. Independence Day, Mission Impossible, Seven, Toy Story, et j'en passe. Autant te dire qu'il s'est fait plaisir, il a bouffé de la pop culture et du cinéma... a pu avoir faim, tu vois. Je veux dire, le gars, il s'est vraiment fait plaisir. Le gars était tellement à fond dans la cinéphilie qu'il est même allé jusqu'à se couper les cheveux pour pas pouvoir être dérangé quand il regarde des films. Parce qu'apparemment, ses cheveux tombaient devant ses yeux et du coup, c'était chiant. Donc le gars, il était ultra déter de ouf. Hein. Pour le coup, jamais je me suis posé la question, tiens, mes cheveux me gênent. C'est débile. Oui. Après avoir bouffé des heures et des heures de contenu en masse, Kishimoto s'est armé de courage et se sentait enfin prêt pour bosser sur sa nouvelle histoire pour remporter le Hope Step. 31 pages à rendre pour la fin du mois de février qui vont d'ailleurs être étudiées et jugées par le grand Hirohiko Araki, le mangaka derrière Jojo Bizarre Adventure que Kishimoto admire énormément d'ailleurs. Toutes ces années à s'arracher le cul sans grand succès, se faire juger par un gros nom du manga qu'on admire, sans parler de l'armée de concurrents assoiffés de succès, le gars, il a une pression de malade. Et c'est tout juste à temps que Kishimoto remettra son manuscrit à la Shueisha. Le titre de son manga, Karakuri, un manga sur les cyborgs, qu'on va pas vraiment traiter ici. Hein, il est trouvable sur internet si tu cherches un petit peu, si ça t'intéresse. Hein, voilà. Après avoir enfin rendu son travail, Kishimoto ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre les résultats. 6 jours d'angoisse, à savoir s'il allait enfin toucher son rêve du bout des doigts. Et vient le matin des résultats, Kishimoto se précipite dans un combini, achète son volume du Weekly Shonen Jump, les mains tremblantes à la caisse, il paye, il se précipite dehors et l'ouvre, parcourt les pages avec frénésie en se disant que de toute façon c'est impossible, il ne pourra jamais gagner, il a encore essuyé un nouvel échec, quand soudain, au détour d'une page qu'il retourne, il semble reconnaître un dessin qui lui paraît familier. Et là, c'est son dessin. Karakuri a remporté le Hope Step de la Shueisha. Incroyable. Le gars est tellement surpris et excité qu'il se met à hurler comme un mongolien au milieu de la rue. D'ailleurs, le gars il est tellement en transe qu'il balance son Shonen Jump à l'autre bout de la rue et puis qu'il se casse dans l'autre sens en rigolant comme un taré et que tous les gens de la rue l'ont jugé. Mais il en avait rien à foutre d'être jugé. Il avait réussi. C'est le plus important. Il l'avait fait, il l'avait enfin fait. Et après toutes ces années, Masashi Kishimoto a enfin remporté ce putain de concours. Là, à 21 ans, il était au summum, il était au pinacle. Là, c'était le plus grand moment de sa vie. Il avait obtenu le prix du Jump avec la mention « Bon travail ». Ses efforts étaient enfin couronnés de succès et il avait gagné même le droit d'une prochaine publication dans un numéro du Hakamaru Jump. L'Hakamaru Jump, c'est un magazine hors série qui propose des one-shots et des essais de plusieurs séries manga pour tester un peu leur écho auprès du public. Genre tu veux proposer un nouveau manga, bah, tu le sors dans la Hakamaru Jump, le premier chapitre, puis si ça marche bien, bah, peut-être que tu auras une série après avec. Voilà. Et en apprenant ça, il est directement rentré chez lui et puis il a appelé sa famille et c'est sa mère qui a répondu et l'échange au téléphone, ça donnait à peu près ça. Allô maman, trop bien, j'ai gagné un concours, je vais enfin pouvoir devenir mangaka, réaliser mon rêve. Et sa mère elle a répondu un truc du genre, ah ouais cool, et sinon tu te laves les mains, tu te laves le cul, mange des légumes et des fruits parce que c'est important pour la santé, allez salut. Hop, voilà, en gros, elle s'en battait les couilles. Cet appel a permis à Kishimoto de redescendre un peu sur terre et de se rendre compte qu'il venait que de franchir la première marche du grand escalier qui mène sur la route du mangaka. Le soir même, il a reçu un appel d'un certain monsieur Yagi de la rédaction du Jump, mais dans la précipitation, il lui a raccroché au nez sans faire exprès, le gars, un
peu maladroit, mais t'inquiète, le monsieur lui a pas tenu rigueur, et puis après ils ont discuté. Oui. Monsieur Yagi le félicite pour sa victoire et lui dit qu'il faut qu'il commence à bosser tout de suite sur son prochain one-shot pour être prépublié dans l'Akamaru Jump. Et du coup, Kishimoto se met à bosser sur son histoire. Appelé Michukusa, ou Michukusa, je sais pas comment on prononce. C'est l'histoire d'écoliers qui trouvent un portefeuille plein de pognon et au lieu de le ramener aux autorités comme on devrait le faire, eh ben ils décident de dépenser tout l'oseille qu'il y a dedans et ça leur cause tout un tas d'emmerdes. Et le responsable éditorial, lorsqu'il a vu le manga, il a dit non mais c'est pas une histoire pour un shonen ça. Alors cet échec a été relativement bien pris par Kishimoto parce qu'il s'est dit que finalement faire des échecs ça faisait partie du parcours pour devenir mangaka. Donc du coup c'est pas grave, il s'est remis en selle assez vite sur un nouveau projet. Il est resté motivé parce que finalement tous les grands mangaka ont à un moment donné de leur carrière connu l'échec. Donc pour lui, c'était complètement normal. Et voyant à quel point il était enthousiaste, Monsieur Yagi a décidé de l'encourager en disant « Allez, vas-y mon gars, donne tout ce que t'as du talent, tu vas y arriver. » Ah, il l'a motivé. Boosté comme jamais, Kishimoto se remet au boulot et décide de retravailler son univers de Karakuri qu'il avait déjà ressorti, avec lequel il avait gagné le concours du Jump, pour en faire un nouveau one-shot et l'adapter plus aux attentes shonen du Shonen Jump. Du coup, c'est logique, c'est dans le nom. Oui. Et là, il est totalement convaincu qu'il tient le bon bout. Il est chaud patate de ouf et c'est avec fierté et confiance en lui qu'il présente le manuscrit à Monsieur Yagi. Et Monsieur Yagi lui fait Ouah, on comprend rien à ce que t'as raconté, frère. L'histoire n'a aucun sens. C'est pas ouf là. Qu'est-ce que t'as voulu faire là? Non, hein. Et là, pour le coup, Kishimoto, il l'a pas trop bien pris, hein. Il a pris un sacré coup au moral. Il était peut-être un peu trop confiant sur ce coup-là, mais pas de panique. Yagi a continué à l'encourager en lui envoyant une lettre manuscrite avec différents points à améliorer pour améliorer son travail. Et il a fini la lettre en disant accroche-toi, tu as du talent. Du coup, quelque part, il a retrouvé un gain de motivation. Après ça, c'est reparti pour un tour. Kishimoto est de nouveau gonflé à bloc et se met à bosser sur son prochain projet. D'ailleurs, pour l'occasion, Monsieur Yagi fait le déplacement jusqu'à sa ville. Il se donne rendez-vous dans un petit Mr. Donuts près de chez lui. Et là, Kishimoto lui présente son nouveau synopsis. Monsieur Yagi le lit tranquillement. Il repose la feuille, il fait c'est pas du manga ça, c'est chaud. Il lui a pas dit juste c'est de la merde. Non, il a fait désolé, c'est pas du manga, c'est encore pire. Ah, c'est dur, il faut l'encaisser celle-là. Cette phrase a totalement achevé notre pauvre Kishimoto. Et je rappelle qu'à cette époque, Kishimoto était encore étudiant et arrivé en fin de cursus. Du coup, il se retrouve un peu le cul entre deux chaises, que d'un côté, il a envie de devenir mangaka, mais depuis sa victoire au concours Upstep, bah, sa carrière ne décolle pas vraiment parce qu'il arrête pas d'essuyer les échecs. Et de l'autre côté, il stresse un petit peu parce que bah, il arrive vers la fin de son cursus et il doit bientôt rentrer dans la vie active. Donc du coup, il commence un peu à être en sueur. Après avoir remporté son premier concours, Kishimoto s'était un petit peu trop enjaillé. Hein. D'ailleurs, l'éditeur lui dira, de toute façon, c'est une fois qu'on a remporté un concours que les choses sérieuses commencent. Et là, il se rend compte qu'il a encore énormément de chemin à faire. Et devant la tâche, le travail qu'il va devoir accomplir pour réussir, c'est tellement vertigineux que ça commence à lui foutre la gerbe. Et en plus, plus le temps avance, plus il voit que ses potes qui quittent la fac rentrent dans la vie active et que lui, il a toujours rien. Du coup, il est en sueur, il a peur de devenir un crevard. Mais oui, l'année scolaire se termine enfin, il réussit bon gré mal gré à obtenir son diplôme et là ses parents le chopent et lui font « Alors, tu es prêt à rentrer dans la vie active ?» Et là Kishimoto leur répond « Ce sera mangaka ou rien. » Ouais. Et au moment où il commençait à tout remettre en question, il y a son petit frère qui lui a lâché « Putain, avec tout l'argent qu'on a dépensé pour toi, on aurait pu se payer une Ferrari. » Là, le petit frère, il tape où ça fait mal. Là, il est sans pitié, là, pour le coup. Et du coup, Kishimoto se rend compte que ses parents, sa famille, ont fait énormément de sacrifices, ont énormément donné pour qu'il ait la chance d'accomplir son rêve. Donc il se dit, si j'abandonne maintenant, ces sacrifices auront été faits en vain. Et ça, c'est pas possible de porter cette responsabilité. Je dois réussir. Et une fois de plus, Masashi Kishimoto s'est relevé face à l'adversité et a décidé de tout réapprendre, de tout reprendre une nouvelle fois de zéro pour s'améliorer. Cette fois-ci, tout y passe. Manga, animé, jeux vidéo, films, séries, il étudie tout et répertorie tout ce qui est ses observations et ses réflexions dans un carnet même. Le gars il prend des notes, attention il est sérieux. Il a par exemple été jusqu'à noter toutes les répliques des personnages de Pulp Fiction pour étudier comment étaient écrits les personnages. Et il s'est mis à lire tout un tas de livres sur comment on écrit une bonne histoire. Il a commencé à étudier la cinématographie pour commencer à comprendre comment on faisait de la mise en scène, les différentes techniques de cadre et tout, sérieux quoi. Et il a fait cet entraînement pendant 2 ans sans interruption. Il venait juste de sortir de la fac et consacrait absolument tout son temps à sa montée en puissance. Et après des années d'entraînement, il a fini par produire un one-shot qui parvint à convaincre à la fois les éditeurs et le public. Un one-shot qui fut sa première œuvre publiée suite à l'obtention de son prix, Naruto.
Un Naruto bien différent de celui que vous connaissez, mais qui a quand même servi de base. Il y a quand même pas mal d'éléments de ce one-shot qui ont été repris plus tard dans le manga que l'on connaît tous. Petit résumé. Naruto est un démon renard qui vit sous la forme d'un jeune garçon. Il vit dans un village de ninjas dans lequel les villageois se méfient de lui parce que son père les a attaqués et a causé la mort de beaucoup de monde. Le chef du village, qui était un des plus puissants ninjas qui ont vaincu le renard, a eu pitié de Naruto après la mort de son père et lui a permis de vivre au sein du village. En grandissant, Naruto a appris quelques techniques ninja comme la transformation avec lesquelles il s'amuse à jouer des mauvais tours aux villageois. Le chef du village, craignant qu'il finisse comme son père, donna à Naruto pour mission de se lier d'amitié avec un humain, en espérant que cette amitié le mettra sur la bonne voie. Un soir, après avoir passé la journée à chercher un ami, Naruto s'arrête dans une échoppe de ramen dans laquelle il va faire la rencontre d'un artiste complètement bourré, qui est en charge de la restauration d'une œuvre très chère. En le ramenant chez lui, Naruto fait la rencontre de son assistant avec qui il va passer la soirée à s'amuser. Après une bonne soirée, l'assistant propose à Naruto de devenir son tout premier ami, et lui propose de dormir sur place après la cuite qu'ils se sont pris. Et oui, dans cette histoire, Naruto se prend une cuite alors qu'il est encore mineur. Alors qu'ils sont en train de dormir, un mec rentre dans l'appartement, il assassine l'ami de Naruto en prenant soin de poser l'arme du crime à côté de lui, et il se barre en emportant le précieux tableau. Au réveil, l'artiste découvre le corps de son assistant et accuse direct Naruto d'avoir fait le coup. Clamant son innocence, Naruto fait alors le serment de retrouver le véritable meurtrier et de rapporter la peinture volée. Il finira par résoudre l'affaire et l'artiste lui conseillera d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien autour de lui, ce que Naruto s'engagera à faire. Et là, si vous avez bien suivi, vous avez remarqué des éléments qui ont été repris plus tard dans le manga. Suite au succès de ce one-shot, la Shueisha proposa à Kishimoto d'avoir sa propre série dans le Weekly Shonen Jump. Donc Kishimoto se lança dans un manga sur le baseball, sobrement intitulé Le Roi du Baseball. Et cette histoire ne fut jamais publiée. Alors non pas qu'elle était mauvaise, a priori elle était très bonne, c'est juste que son responsable éditorial avait jugé que l'histoire était un petit peu trop sérieuse et trop sombre pour la ligne éditoriale d'un magazine shonen. D'ailleurs, son éditeur, Monsieur Yagi, lui avouera que s'il avait postulé pour un magazine seinen, il aurait sûrement été retenu. Oui. 4 mois plus tard, il proposa une nouvelle histoire directement inspirée de son one-shot, et là, Monsieur Yagi sortira « Waouh, c'est parfait !» Bon, il y a quelques points à revoir, mais franchement, tu tiens un banger, mon gars. Et quelques semaines plus tard, le 20 septembre 1999, Naruto, la série, faisait ses premiers pas dans les pages du Weekly Shonen Jump. En 1999, Naruto débarque dans les pages du Weekly Shonen Jump et Masashi Kishimoto réalise enfin son rêve de toujours après tant d'années de travail acharné. Il arrive enfin dans les pages du magazine qui a bercé son enfance et qui a abrité les mangaka les plus illustres qui l'ont inspiré, de Toriyama à Hirohiko Araki et tout le tout team. Ses œuvres côtoient les mêmes pages que des œuvres telles que Hunter x Hunter, Jojo Bizarre Adventure, Saint Seiya et tant d'autres. Bien évidemment, Naruto, comme tu le sais, a été un franc succès auprès du public, tant et si bien qu'il s'est même propulsé, qu'il s'est même hissé dans une place de ce qu'on appelait à l'époque le Big Three, avec One Piece, Bleach et bien évidemment Naruto. D'ailleurs, à aparté, le Big Three a toujours été Naruto, One Piece et Bleach. C'est pas selon ton envie, c'est pas selon ton humeur, c'est pas selon ce que tu préfères. Historiquement parlant, c'est un fait. Les Big Three, c'était One Piece, Bleach, Naruto. Voilà, et tu mets pas Dragon Ball dedans, parce que Dragon Ball c'est le Big One, d'ailleurs c'est au-dessus de ça. Non mais attends, oh, on est où là? Le manga a été publié de 1999 à 2014, soit 15 ans de prépublication hebdomadaire. Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous résumer Naruto, parce que faut pas déconner non plus. Hein, la vidéo est déjà assez longue. Voilà. Masashi Kishimoto a non seulement réussi à accomplir son plus grand rêve, son rêve d'enfance, mais il a aussi fait de son manga l'un des mangas les plus vendus au monde avec pas moins de 250 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est énorme. Bien sûr, ce fut un travail complètement fou et heureusement qu'il n'était pas tout seul pour le réaliser. Ouais, bien souvent, on a tendance à oublier que les mangaka qui font des séries hebdomadaires, c'est une tâche tellement colossale que c'est impossible pour un homme seul de le faire. Donc souvent, les maisons d'édition aident les mangaka à engager des assistants qui les accompagnent dans leurs tâches herculéennes.
Oui. Pendant les 15 ans de prépublication de Naruto, c'est pas moins de 13 assistants qui sont venus prêter main forte à Masashi Kishimoto, et on va vous les présenter brièvement. Assistant numéro 1, Kazuhiro Takahashi. Son travail, les noircissages, les trames et les décors. C'est un peu le chef de l'équipe. Numéro 2, Osamu Kajiza. Son travail, noircissage, trames, décors, lignes de mouvement, et c'est un spécialiste des végétations. D'après Kishimoto, il s'endort à la vitesse de l'éclair. Assistant numéro 3, Mikio Ikemoto. Son travail, dessiner les foules, les décors, les blancs et les dégradés. C'est un grand amateur de café. En numéro 4, nous avons Takemi Kawahara. Lui, son travail est particulier. Il est engagé comme assistant polyvalent, donc il peut tout faire. Il met la bonne ambiance dans l'équipe. Numéro 5, Koichi Nishiya. Son travail, noircissage, trame et décor. Grand amateur de heavy metal, il a pris la suite de l'assistant numéro 1. Numéro 6, Ryo Takasa. Son travail, noircissage, trame et décor. C'est un ancien moine bouddhiste. C'est même pas une blague. Numéro 7, Akira Okubo. Son travail, noircissage, trame et décor. Il est passionné de football. Numéro 8, Yushi Itakura. On sait pas trop quel est son travail. D'après Kishimoto, il a un rire très communicatif. Numéro 9, Masaki Murakami. On sait pas non plus ce qu'il fait exactement. Sa famille fabrique des parachutes pour les forces d'autodéfense japonaises et des matelas gonflables pour les pompiers. Numéro 10, Atsuhiro Sato. C'est un vétéran qui a travaillé sur Death Note et sur d'autres grands mangas. C'est un monstre sur Street Fighter 2 et c'est un grand collectionneur de Gundam. Numéro 11, Akio Shirasaka. Il vient de la campagne et il est toujours de bonne humeur. Il aime dessiner mais il passe beaucoup trop de temps sur les jeux Monster Hunter. Kishimoto aimait beaucoup son travail. Numéro 12, Keiji Taira. Il a été publié dans le Hakamaru Jump pour ses débuts sans avoir remporté de prix. Il est assez antipathique et il préfère Jojo Bizarre Adventure à Naruto. Numéro 13, Takahiro Hirashi. Son travail, il s'occupe des aplats, des dégradés, des arrière-plans. Il aime aussi parler de ses enfants. C'est un vrai papa gâteau. Voilà pour les présentations. Bon, je sais, ça fait un paquet de monde, mais faut pas oublier que sans leur travail, on n'aurait pas eu le droit à l'un des meilleurs mangas de tous les temps. Du coup, c'est la moindre des choses de parler un tout petit peu d'eux. Quand même, on les oublie trop souvent, les assistants. Oui. D'ailleurs, certains parmi eux ont une petite carrière de mangaka tout à fait sympathique à côté de leur travail d'assistant. Et puis certains de ces assistants, Kishimoto, ont continué à travailler avec lui sur d'autres projets liés à l'univers de Naruto. Bien sûr, le plus connu d'entre eux est le troisième assistant, Mikio Ikemoto, qui s'occupe actuellement des dessins de la série Boruto, Naruto Next Generation. Ensuite, il y a les deux spin-offs cartoonesques basés sur Rock Lee et Sasuke, qui sont dessinés par le 12e assistant, Keiji Taira. Le spin-off sur Rock Lee a d'ailleurs connu une adaptation animée. Et enfin, après la fin de Naruto, Masashi Kishimoto s'est lancé avec son assistant numéro 7, Akira Okubo, dans la création d'un manga appelé Samurai 8, dont on a parlé à quelques reprises sur la chaîne et qui a fait un tel bide que sa publication a été annulée après seulement 10 mois. Rien de bien folichon là-dessus, même si je pense qu'on en reparlera un jour de cet échec. Oui. Désormais, Kishimoto se concentre sur le développement de l'univers étendu Naruto. Il a repris en 2020 les rênes du scénario de Boruto qu'il avait temporairement laissé à l'auteur Ukyo Kodashi, qui dans le passé avait déjà travaillé sur des séries comme Macross, Gundam et Code Geass. En plus de ça, il supervise l'écriture et s'occupe des illustrations des différents romans tirés de l'univers de Naruto, qui sont bien sûr canons à l'histoire et dont la plupart ont été adaptés en animé. Certains pour conclure l'anime Naruto Shippuden et d'autres en épisodes de l'anime Boruto. Voilà, je pense qu'à présent nous avons fait le tour de la vie et de la carrière de Masashi Kishimoto et on pourra dire que c'était une histoire follement passionnante. Alors je me doute bien que son parcours n'a sans doute rien d'exceptionnel pour un mangaka du Shonen Jump. N'empêche que c'est l'un des rares qui a pris le temps de détailler son parcours et ses mésaventures dans les pages de son propre manga. D'ailleurs, quand tu lis ça dans les tomes de Naruto, c'est presque aussi intéressant que le manga Naruto finalement. Parce que la vie de ce gars, c'est un véritable shonen en fait. Il est passé par toutes les étapes des héros de manga du genre. C'est incroyable en vrai. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, moi quand j'étais plus jeune et que je voulais faire du manga et que je dessinais, que j'écrivais des histoires, et ben, il m'arrivait très souvent de me replonger dans les petites anecdotes de Kishimoto pour me redonner la pêche et me motiver à continuer à dessiner, à m'améliorer. Voilà, c'était cool. Oui. Ces petites histoires, c'était une véritable source d'inspiration en fait, son parcours est très inspirant. Enfin bref, j'espère que son histoire vous aura passionné autant que nous, et si vous voulez nos sources et avoir le matériel d'origine, bah, je vous invite à simplement refeuilleter vos tomes de Naruto, toute l'histoire y est comptée dans les pages interchapitres, et c'est franchement passionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent ici, de nous lâcher un petit commentaire et un pouce bleu, et sur ce, que la passion vous guide. Ouais.